Alors, effectivement, quelle définition du patient traumatisé instable? Alors, la toute première fois que j'ai découvert le sujet, j'ai commencé par me dire que j'avais pas de conflit d'intérêt, sauf que je suis peut-être moi une personnalité instable, mais ça rentre pas dans le champ des liens d'intérêt. Et donc, j'ai commencé par poser cette même question à nos amis chirurgiens. J'ai rencontré un orthopédiste, il dit bah, Philippe, c'est quoi pour toi la définition d'un patient instable? Il dit bah, c'est ça, c'est quand c'est cassé, ou alors c'est quand c'est cassé et que potentiellement ça saigne. Alors, c'était déjà un premier indice. Un peu plus loin dans le couloir, j'ai rencontré un neurochirurgien. Il dit Hélène, c'est quoi pour toi un patient traumatisé instable? Bah, tu vois, c'est ça, c'est une midriase unilatérale. Et puis, bah, ça dépend aussi un petit peu des patients et de la compliance cérébrale, etc. Donc, il y avait cette notion d'évolutivité qui me plaisait bien. Et puis après, je me suis dit qu'il fallait que je m'attelle aussi un petit peu à ce travail-là. J'ai fait ça au début de l'été. Et ma fille la plus jeune me voyait devant mon ordinateur. Elle dit qu'est-ce que tu fais, Daron? Bah, je dois répondre à une définition. C'est quoi patient instable? Ah, c'est une définition. Bah, ça c'est facile. Tu demandes à l'intelligence artificielle et tu vas passer des vacances tranquilles. Donc je m'exécute. Je dis dis-moi, ChatGPT, c'est quoi la définition du patient traumatisé instable? Eh ben, il me parle d'instabilité hémodynamique ou respiratoire. Je dis ok, ChatGPT, c'est bien. Et effectivement, il a des difficultés à maintenir sa stabilité. Merci, ChatGPT, ça j'aurais pu le trouver tout seul. Et là où vraiment je me suis dit, ça va être génial, il dit, est-ce que tu veux un arbre décisionnel? Je dis, ah oui, s'il te plaît, ChatGPT, fais-moi un arbre décisionnel. Et il me sort ça. Alors là, j'étais un petit peu déçu et je me suis dit, ben, j'aurais peut-être pas dû être si radin et peut-être que j'aurais dû investir dans la version payante. Et j'étais sur le point d'abandonner quand je me suis dit, mais c'est vrai, mais on a aussi notre champion national de l'intelligence artificielle. Et donc, j'ai demandé au chat. Et le chat, il m'a sorti des trucs un peu mieux, où effectivement, il a pris des critères hémodynamiques, des critères respiratoires. Il a parlé aussi des critères lésionnels, ce qui me plaisait bien. Et puis, ce qui est très appréciable aussi dans le chat, et je ne fais pas de publicité, c'est qu'il cite ses sources. Et quand j'ai vu des sources sur lesquelles on avait travaillé, j'étais très fier et je me suis dit que c'était pas mal. Après, comme je suis un petit peu un littéraire dans l'âme, je me suis penché aussi sur la définition du Larousse. Et j'ai trouvé qu'il se décompose facilement. Et ça, je trouvais que ça ne s'appliquait pas forcément à nos patients traumatisés. En tout cas, j'aurais pas souhaité que ça s'applique à eux. Et lorsqu'on regarde au niveau de l'Académie française, eh bien, on dit qu'un corps est en équilibre instable lorsque son centre de gravité se projette à la limite de son polygone de sustentation. Donc j'en étais là dans mes recherches quand je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me retrousse un petit peu les manches et que je fasse travailler mon cerveau. Et donc j'ai commencé des vraies recherches et du coup je suis allé voir certaines sources qui font autorité et dans ce bel ouvrage en 2 volumes et un peu plus de 2000 pages, j'ai trouvé 350 occurrences pour l'adjectif unstable et très souvent effectivement c'était en rapport avec l'instabilité hémodynamique et des lésions traumatiques instables. Lorsqu'on s'intéresse un petit peu plus à ce que proposent nos collègues américains, et notamment lorsque l'instabilité doit être à l'origine de sanctions thérapeutiques, et notamment de damage control resuscitation, eh bien, on trouve un certain nombre de choses. Alors, c'est flouté, c'est pas exprès, je vous prie de m'excuser, mais ce qu'on retrouve, c'est des éléments hémodynamiques, pression artérielle systolique, de tachycardie, l'association des deux sous la forme de choc index. Et puis quelque chose qui m'a paru intéressant, c'est le TCO2. Le TCO2, bien sûr, comme reflet indirect du débit cardiaque, mais aussi et peut-être le TCO2 parce qu'il peut être particulièrement délétère lorsque sa valeur est trop basse chez les patients traumatisés sévères. Donc, puisqu'on parle d'instabilité, un plaidoyer pour qu'on soit particulièrement attentif à l'ETCO2 de nos patients traumatisés graves, et notamment lorsqu'on est en dessous de 30 mm de mercure, puisqu'il y a là une vraie augmentation et très significative de la mortalité. Pour l'instant, c'était beaucoup nord-américain, et donc j'ai essayé de me rapprocher un petit peu plus de l'Europe. Et il s'agissait ici d'une étude qui avait été menée chez nos collègues hollandais, pour voir finalement quelles étaient pour eux la définition de l'instabilité et essentiellement de l'instabilité hémodynamique. Donc les auteurs avaient fait d'une part une recherche bibliographique assez exhaustive et on retrouvait finalement dans la plupart de nos publications la pression artérielle systolique,
la fréquence cardiaque, l'association des deux, la nécessité d'une expansion volémique et la réponse aux stratégies de réanimation qui avaient été entreprises. En marge de cette analyse bibliographique assez poussée, eh bien, les auteurs ont demandé aux cliniciens quels étaient pour eux les critères sur lesquels ils se fondaient pour définir la stabilité hémodynamique. Et bien là, ce qui était surprenant, c'est qu'en fonction de la spécialité dont étaient issus les cliniciens, eh bien, les réponses étaient particulièrement divergentes, qu'on soit médecin urgentiste, qu'on soit anesthésiste réanimateur, chirurgien. Et donc j'ai essayé d'améliorer encore un petit peu plus la granularité et de me rapprocher un petit peu plus des éléments et de la physiologie, puisque lorsqu'on parle des éléments hémodynamiques, on a connaissance maintenant, et depuis longtemps, c'est une publication de 1944, finalement d'une évolution un petit peu en deux phases des variables hémodynamiques au cours du saignement. Vous avez ici le débit cardiaque, la pression veineuse centrale, la pression artérielle systolique, la fréquence cardiaque, les variations des résistances vasculaires systémiques. Et au cours de cette première phase sympathico-activatrice, effectivement, on a une augmentation de la fréquence cardiaque, assez régulièrement une diminution de la pression artérielle systolique. Et donc finalement, c'est assez en accord avec ce que les cliniciens hollandais avaient défini. Mais méfions-nous aussi de cette phase dite sympathico-inhibitrice, au cours de laquelle la fréquence cardiaque s'effondre, et au cours de laquelle aussi les résistances vasculaires systémiques s'effondrent, et ce qui est parfois annonciateur d'un désamorçage cardiaque. Donc l'instabilité, effectivement, elle peut être mise en évidence par une tachycardie, mais méfions-nous lorsque la tachycardie laisse place à un ralentissement de la fréquence cardiaque. Ce n'est pas forcément un critère d'amélioration. Et puis, j'ai changé un petit peu mon point de vue et le paradigme, et finalement, est-ce que finalement la stabilité ou l'instabilité, elle se définirait pas en fonction des moyens qui vont être nécessaires pour prendre en soin le patient? C'est ce que les anglo-saxons appellent le Need for Trauma Intervention, les NFTI. Et c'est un concept, comme très souvent, qui a été développé initialement aux États-Unis, mais qui s'étend de plus en plus dans les pays européens, germaniques et également en France. Et finalement, c'est peut-être ça qui définit le patient instable, c'est la nécessité d'avoir recours à un certain nombre de thérapeutiques pour stabiliser la situation, fût-elle hémodynamique, respiratoire, neurologique. Et donc, dans cette publication française sur le registre trauma-base, eh bien finalement, ces Need for Trauma Intervention, c'était par exemple la transfusion au cours de la prise en charge au déchocage, la transfusion au cours des 24 premières heures, la nécessité d'une intervention chirurgicale ou de radiologie interventionnelle au cours des 90 premières minutes, l'hospitalisation en réanimation, la ventilation mécanique et le décès au cours des 60 premières heures. Donc on peut finalement choisir d'opter pour une définition, on va dire fonctionnelle et opérationnelle de l'instabilité. C'est ce qui a été repris finalement dans ces recommandations du groupe d'interface en traumatologie sévère pour finalement classer les patients traumatisés graves en 3 grades de gravité décroissante et potentiellement exclusive. Vous vous en souvenez, les patients grade A, c'est ceux qui restent instables malgré la réanimation. Les patients grade B sont ceux qui sont stabilisés après réanimation initiale ou qui présentent des critères de gravité ou d'instabilité lésionnelle, anatomique. Et enfin, les patients grade C, c'est les patients qui sont stables, mais finalement avec des circonstances de survenue, une cinétique ou une situation médicale qui laisse présager une aggravation secondaire. Et puis, dans la définition de la stabilité, il faut aussi prendre en considération les soins qui vont être apportés aux patients, et notamment les soins chirurgicaux. Et notamment lorsqu'il va y avoir besoin d'une chirurgie lourde, et c'est quand même très fréquent chez nos traumatisés les plus graves, parce que cette chirurgie lourde, cette chirurgie d'hémostase, et notamment lorsqu'elle est majeure, elle peut être amenée à déstabiliser une situation qu'on avait temporairement réussi à contrôler.
Et puis bien évidemment, lorsque le patient arrive et qu'il est en ventilation spontanée et qu'il est conscient, et lorsqu'on a besoin de recourir à l'induction de l'anesthésie générale et à l'entretien de l'anesthésie générale, eh bien on sait qu'on va faire disparaître la phase sympathico-activatrice dont on parlait initialement, et que nos médicaments de l'anesthésie ont des effets propres, à la fois vasodilatateurs, inotropes négatifs, et puis qui dépriment le baroréflexe. Donc ces éléments-là, qu'on doit anticiper, des éléments de stratégie, qu'ils soient chirurgicaux ou qu'ils soient anesthésiques, doivent rentrer peu ou prou dans l'équation. Alors après, il faut être pragmatique. Et il faut quand même que lorsqu'on est contacté pour accueillir un traumatisé sévère, qu'on ait des éléments sur lesquels finalement se fonder pour définir l'instabilité. On peut, là encore, se fonder sur une NFTI, Need for Trauma Intervention, et c'est ce qu'avait fait Sophie Hamada à l'époque. Elle avait défini l'hémorragie sévère, ou le patient à risque d'hémorragie sévère, s'il était transfusé au déchocage, transfusé de plus de 4 kg au cours des 6 premières heures, s'il présentait une hyperlactatémie, nécessité d'une intervention d'hémostase immédiate et le décès par choc hémorragique. Et Sophie avait défini à l'époque ce concept de red flag, et lorsque le patient présentait 2 critères parmi les 5 suivants, pelvis instable, choc index supérieur à 1, intubation trachéale, hémoglobine délocalisée inférieure ou égale à 13, pression artérielle moyenne inférieure ou égale à 70 mm de mercure, eh bien le patient était à risque d'hémorragie sévère. Et lorsqu'on avait plus de 2 de ces critères, eh bien finalement on avait une proportion de faux négatifs qui était réduite de manière particulièrement significative et une R sous la courbe à 83%, ce qui est tout à fait appréciable, avec notamment une valeur prédictive négative particulièrement intéressante parce que très élevée à 93%. Un petit peu plus tard, et je vous invite à lire cette publication récente de Tobias, finalement qui avait analysé la prédiction du besoin finalement d'intervention d'hémostase ou de transfusion massive, soit par le sens clinique du clinicien lui-même, soit par l'intelligence artificielle. Donc voici un petit peu le design de cette étude. Un accident, le médecin régulateur en fait communique à l'équipe les éléments dont il a connaissance, fréquence cardiaque, pression artérielle, les différentes thérapeutiques qui ont été initiées. Et sur ces éléments-là, le médecin qui est contacté va établir la probabilité d'avoir recours à ces interventions urgentes. Et puis après, on va observer si oui ou non le patient a eu besoin ou pas de ces différentes thérapeutiques. Alors, j'irai assez vite sur les modalités statistiques qui ont été utilisées. Toujours est-il que finalement, 9 critères ont été identifiés: le type de traumatisme, la pression systolique la plus basse, la fréquence artérielle la plus élevée, la concentration d'hémoglobine délocalisée et la quantité de fluide, notamment de cristalloïdes, qui étaient administrés. Il y en avait 4 parmi 9 qui étaient les plus significatifs. On va s'intéresser maintenant aux résultats qui ont été validés prospectivement sur un effectif d'à peu près de 1300 patients sur 8 centres. Et finalement, Tobias a analysé la nécessité de dispositifs de contrôle de l'hémorragie, et on retrouvait finalement des critères très proches de ceux des études précédentes. Mais ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on compare finalement les résultats, les compétences, les performances du clinicien à celles de l'intelligence artificielle, et en fait les chiffres sont extrêmement proches. C'est-à-dire qu'on avait 120 vrais positifs et à peu près une cinquantaine de faux négatifs, qu'on soit un vrai cerveau ou qu'on soit un cerveau en silicium. Et ce qui était très intéressant, c'était l'association des deux. Parce que lorsqu'on associait le cerveau organique au cerveau à silicium, eh bien on avait 20 vrais positifs supplémentaires et 20 faux négatifs en moins. Et finalement, cette association semblait synergique pour la prédiction d'intervention d'hémostase urgente. Et puis, il y a probablement un intérêt sur l'utilisation
des variables en continu et des tendances. Très souvent, en fait, on se fonde sur la première valeur, la fréquence cardiaque initiale, la pression artérielle initiale, mais plus encore que les valeurs statiques, il est très probable que les tendances et leur évolution au cours de la prise en charge soient des éléments particulièrement informatifs. C'est ce qui avait été mis en évidence dans cette étude. Et je vous prie de m'excuser, la diapositive est très floue et j'ignore encore pourquoi. Toujours est-il que lorsqu'on associait les tendances aux valeurs initiales, en termes d'air sous la courbe, on gagnait entre 15 et 20%. Donc on gagnait en prédiction lorsqu'on analysait de manière fine ces éléments tendanciels qu'on fait parfois de façon un petit peu empirique, mais qui gagneraient sans doute à être un petit peu élaborés. Et puis bien sûr, vous le savez, il y a ce phénomène de potentialisation, cette fameuse triade létale, cette auto-aggravation qui assez régulièrement en fait nous fait entrer dans une spirale létale et dont finalement les conséquences et les délais d'apparition sont particulièrement difficiles à prévoir. Alors il y a aussi des situations dans lesquelles il ne faut pas céder à la simplicité. Je m'explique. Les critères qu'on a pu établir ensemble sont particulièrement utiles, notamment sur le plan statistique, mais pour la prédiction individuelle, ils sont parfois pris un petit peu en défaut et on doit garder notre sens critique. Premier exemple, un accident de parapente, et oui, ça arrive aussi dans les Vosges, hein, même si ce n'est pas très élevé. Et donc, on est averti parce qu'on a un parapentiste qui s'est empalé le thorax sur une branche, pour reprendre les termes. Et effectivement, il était un petit peu inquiétant, un peu tachycarde, avec un choc index juste à 1, mais néanmoins suffisamment pour la réalisation du scanner thoracique. Et on voit cette branche-là qui n'est pas forcément à l'endroit où on l'attend. Il ne s'agit pas d'un avaleur d'assabre, hein, mais bien d'un parapentiste. Et donc, on a un groupe WhatsApp, bien sûr, et donc on est tous un petit peu très surpris et particulièrement intéressés de voir la fin. Alors, la fin, c'est pas tout de suite, mais voici un petit peu ce qui se passe en paire opératoire. Ah bah ça j'adore moi. J'y vais. À filmer les gars, c'est le moment jamais. J'y vais hein. Vas-y. Je peux filmer ça attends, il y a Mato qui veut filmer aussi. Toutes les caméras sont pas, c'est mon caméra. Alors, il n'y a pas un truc massif là, non? Eh ben non, il n'y a rien. Tout ça pour ça. Finalement, une grosse cicatrice, mais le retrait du corps étranger qui s'est fait finalement sans problème. Et je remercie Anne Hollande et Florent Héricher pour cette petite vidéo de portable. Et puis, autre cas de figure, très récent. Un jeune de 16 ans, un trauma balistique du genou droit. Je ne sais pas si vous vous souvenez des grades A, B et C, mais grade B, c'est lorsqu'il y a un trauma pénétrant au-dessus du genou. Là, c'était au niveau du genou. Et donc, on était un petit peu emmerdé. C'est un grade B ou c'est un grade C? Bon, allez, dans le doute, on disait c'est un grade B. Donc, c'est un grade B, on l'accueille, et effectivement, c'est un petit peu au-dessus du genou. Là, c'est le point d'entrée, et là, c'est le point de sortie. Et donc, en fait, c'était plutôt la métaphyse fémorale, et c'était plutôt quelque chose de gros calibre, et ça a cassé l'os. Et pas seulement, ça a aussi lésé un petit peu les vaisseaux, et notamment l'artère poplitée dans son segment supra-articulaire. Et donc ça a été compliqué finalement, un patient très stable, hein, le garrot avait été retiré, tout ça, mais il est quand même resté au bloc opératoire très longtemps. Ça a été compliqué sur le plan chirurgical, le pontage a dû être repris 3 fois, il y a eu un vasospasme artériel majeur, il y a dû y avoir une aponeurotomie de décharge, il y a eu de la transfusion, du remplissage, une rhabdomyolyse aiguë post-traumatique, et aux dernières nouvelles, parce que ça date de dimanche soir, les valeurs de ces cas étaient à 10 000. Donc voilà, un patient qui ne s'était pas forcément présenté sur des critères comme étant très graves, mais dont finalement l'évolution laisse penser qu'il était quand même un petit peu instable. Donc là-dessus, ma fille la plus jeune me dit « Écoute papa, ça me semble être typiquement un truc pour une carte mentale, le sujet qu'on t'a demandé. » Et donc je vous propose cette petite carte mentale, qui est encore vraiment une production locale de mon petit cerveau, et que je vous propose de décomposer comme ça en 3 grandes phases. D'abord un processus temporel, et donc on va analyser le mécanisme lésionnel, la cinétique. On a un bilan lésionnel, mais qui est-ce qu'il est à l'instant T, avec tout ce que ça comporte d'imprécision. On a nos constantes physiologiques, là encore, constantes, on va dire statiques, mais plus encore, et ce qui me semble particulièrement important, c'est leur évolution temporelle.
et l'évolution spontanée, où on peut avoir finalement une évolution progressive, linéaire, ou au contraire, une évolution brutale, avec une tachycardie ou une bradycardie qu'on n'attendait pas, un épisode d'hypotension unique, suivi d'une tension normale, ce qui parfois est difficile à interpréter, la réponse aux thérapeutiques, on l'a vu, qui est un élément majeur, et puis la distance, à la fois la distance géographique et la distance temporelle, par rapport à un traitement salvateur, et notamment hémostatique. C'est pas la même chose d'avoir une hypotension non contrôlée si on est à 90 minutes du premier centre hospitalier ou si ça survient lorsqu'on est au bloc opératoire chez un patient qui est déjà équipé de toutes ses voies vasculaires et qui a déjà sa sonde d'intubation. Il y a des facteurs individuels, bien sûr, des facteurs qui sont liés au patient et notamment son terrain. Et puis il y a des facteurs individuels dont on ne parle pas assez, mais qui me paraît important de souligner, c'est les facteurs individuels qui sont liés au soignant, son expérience et son état d'esprit. D'un jour à l'autre, on est parfois plus suspicieux ou au contraire un petit peu plus, un petit peu moins regardant. Et il y a une énorme part, qu'on le veuille ou non, de subjectivité dans notre appréciation de la stabilité ou de l'instabilité du patient. Et du coup, un certain nombre de défis qu'il nous faut surmonter. D'abord, celui de la potentialisation, de la triade létale et de la fameuse spirale. Des risques aussi de l'hésitation ou même de l'inaction. Dans le doute, abstiens-toi. Alors que, très souvent, on est un petit peu sommé d'agir dans l'incertitude. Et pour conclure, et puisqu'il nous faut quand même sortir de l'instabilité et qu'on sait qu'elle est finalement délétère, c'est vrai pour notre pays, c'est vrai aussi pour la plupart de nos patients, on va devoir tenir compte d'une définition qui, vous l'avez compris, n'est pas unique, elle n'est pas définitive, elle n'est pas consensuelle, mais elle va devoir s'ancrer sur des repères simples, des repères lésionnels, des repères physiologiques. J'espère vous avoir convaincu de l'importance des tendances, de la réponse aux thérapeutiques, d'une définition qui est éminemment contextuelle et qui ne sera pas la même du médecin préhospitalier que du médecin qui accueille le patient, que celui qui s'en occupera au bloc opératoire ou en réanimation, et qu'il faut, dans ces situations, aller chercher l'information utile, et c'est Pauline qui aura le plaisir de vous convaincre de ça, et parce qu'à un moment, il faut prendre une décision, et c'est Jonathan qui devra répondre à la question difficile, bloc direct ou scanner. Je vous remercie.